Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour les codeurs, bonjour les codeuses. J'espère que vous allez bien en cette fin de janvier 2022. Je viens aujourd'hui, avec ma vidéo numéro 6, vous parler des variables. Si vous êtes débutant en codage, vous devez absolument bien comprendre ce que c'est que les variables, cette notion qu'on trouve dans tous les langages de programmation, du Java, du Python, du C, du C Sharp, etc. Aucun langage ne oublie de utiliser les variables. Et si vous n'êtes pas débutant, vous avez votre façon de faire, vous utilisez peut-être toujours les mêmes façons de déclarer les variables, vous n'utilisez pas des types que je vais citer dans la vidéo, eh bien jetez un coup d'œil parce que nous les codeurs, on a toujours des façons différentes des autres et on apprend les uns des autres. Donc on va commencer. Voilà, ici donc, première chose, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une variable? Eh bien, je vais dire simplement qu'une variable, c'est une information que vous avez besoin dans l'application, vous avez besoin de stocker cette variable quelque part dans la mémoire de l'appareil mobile. Alors, cette information, je la présente ici comme une case, parce que je parle d'une seule information singulière. J'ai envie de stocker quelque part que quelque chose est vrai ou quelque chose est faux. Là à gauche, j'ai envie de stocker un texte, deux mots pour dire best jeu. Ça peut être le titre d'une application. Ici en bas en orange, j'ai envie de stocker une date, qui peut être une date de commande, une date d'examen, une date de paiement. Parfois, j'ai envie de stocker une image, donc en mémoire. Donc ça aussi, on peut dire que c'est une variable. On parlera de variables un peu plus complexes. Parfois, c'est carrément, je charge en mémoire un PDF et lui aussi il est chargé en mémoire et on considère aussi comme une variable. Et il y a plein d'informations simples ou complexes qu'on peut stocker à un instant T dans l'application parce qu'on va l'utiliser tout de suite après. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'une variable, lorsque vous la créez, quand est-ce qu'elle disparaît? Elle disparaît ou pire, quand l'application s'arrête, toutes les variables, donc les informations que vous avez stockées en mémoire du mobile, ne seront plus là. Les informations qui restent, c'est les informations que vous aurez stockées dans les bases de données ou vous aurez écrit dans un fichier et vous voulez vraiment les écrire sur la mémoire de l'ordinateur pour les retrouver la prochaine fois. Nous, on va voir juste les variables qui disparaissent, mais elles disparaissent pas toujours à la fin de l'application. Vous allez voir, on va parler d'une notion où une variable peut durer plus longtemps qu'une autre. Alors, allons un peu plus loin. On va parler d'abord des variables simples. Une variable simple, c'est une variable qui stocke une seule information. Elle stocke un nom, une date, une heure, un montant, une note d'examen, etc., etc. Une variable, donc, c'est une case mémoire, mais le codeur que vous êtes, vous devez lui donner un nom. Et le nom, il faut que ça soit le plus clair possible. Ne donnez pas des noms comme vous le voyez dans les bouquins ou dans les sites web. On les appelle XY, ça n'a pas de sens. On ne sait pas ce que ça veut dire XY. Si j'ai un montant de facture, je pourrais appeler ma variable montant facture. Si j'ai une note d'étudiant, je peux l'appeler note étudiant. Si j'ai par exemple une image, je peux l'appeler photo client et ainsi de suite. Le type. Le type, c'est quoi? Eh bien, quand vous voulez déclarer une case mémoire, donc une variable, vous lui donnez un nom, l'OS, donc Android ou iOS ou Windows ou autre chose, veulent savoir quel type d'information vous allez mettre dans cette variable. Est-ce que vous allez faire que du numérique? Est-ce que vous allez mettre tous les caractères du clavier? Par exemple, si vous allez stocker un nom de famille, ou est-ce que vous allez stocker une adresse avec des chiffres pour le numéro dans la rue, plus des caractères pour dire boulevard de ceci, de cela? Donc on dit que vous allez déclarer une variable de type chaîne de caractères. Est-ce que vous allez faire dans le numérique, est-ce que vous allez mettre des entiers? Ça sera que 1000 euros ou est-ce que vous risquez de mettre 1000 euros,25? Donc ça sera pas entier mais décimal ou numérique. Est-ce que vous allez stocker dans la variable que la notion de vrai ou faux? On dira que la variable est une booléenne, etc. Et après, une fois que vous avez déclaré,
Donc je me répète, déclarer, ça veut dire je donne un nom à une variable et je dis quel type d'information je vais mettre dedans. Et après, je vais commencer à l'utiliser en mettant une valeur dedans. Alors on va stopper là, on va démarrer WinDev. Je vais d'abord donner des exemples de variables avec un nom, un type, une valeur, et on viendra plus tard parler de la portée. Alors faites comme moi, nous allons démarrer WinDev mobile. Alors je le rappelle à chaque fois sur mes vidéos, je travaille exprès avec WinDev mobile 26 Express, parce que c'est une version qu'on peut télécharger sur le site de l'éditeur PCsoft gratuitement. Bientôt, il y aura la version WinDev 27 Mobile Express. Si vous regardez ma vidéo WM2, je vous explique exactement comment on fait pour installer WinDev Mobile Express si vous n'avez pas la version payante. Alors, j'ai démarré WinDev, je vais choisir créer un projet. Je vais bien sûr lui dire je veux une application Android ou iOS. Je vais choisir Android uniquement pour simplifier parce que le sujet c'est juste de voir les variables. Suivant. Je crée un projet vierge, d'accord. Je génère une application pour téléphone. Il n'y a pas besoin de faire téléphone ou tablette. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne sur téléphone ou tablette, je vous recommande de regarder une de mes précédentes vidéos qui vous explique comment faire les agencements. Donc téléphone uniquement. Et le projet, je vais l'appeler du nom de la vidéo, WM6 underscore, je vais le dire variable, simplement. Parce que là, on est dans les exemples pour comprendre comment ça fonctionne la programmation avec WinDev Mobile. Donc WM6 underscore, c'est-à-dire le tiré du 6, variable. Je ne décris pas le projet. Je ne rajoute pas des éléments projet que j'aurais besoin d'utiliser, des PDF, des images, etc. Est-ce que j'utilise les préfixes, la charte de programmation? Quand je déclarerai des variables, il va me rajouter des choses avant. Pour simplifier ici, je vais dire non. On verra plus tard pour la charte de programmation. Je vais dire non, j'appelle les variables comme je souhaite. Je fais suivant. Il me demande de choisir un gabarit. C'est pas notre sujet, mais on est obligé d'en choisir un. Je prends le premier qui se présente, par exemple Phonix. Oui, mon appli va parler que français. On verra plus tard dans une prochaine vidéo comment faire plusieurs langues. Suivant. Est-ce que j'ai besoin d'une base de données? Non. C'est pas notre sujet. Suivant. Et c'est terminé. Est-ce que j'ai besoin de créer une fenêtre? Je dis oui. Quel modèle de fenêtre? Simple. Donc je laisse le choix fenêtre simple. Il me propose, comme d'habitude, est-ce que je veux avoir des fenêtres déjà pré-remplies pour gagner du temps? Donc, il me propose des modèles. Je vais choisir en bas vierge. OK. Alors, cette fenêtre-là, je lui donne pas de titre. Je vais par contre l'appeler fen1 pour fenêtre 1. Voilà. Et je fais OK, simplement. Donc, ça s'appelle fen1. Je vais tout de suite prendre un bouton. Donc je suis dans l'onglet création, je prends un bouton, je glisse, je clique juste sur un bouton et je glisse. J'aurais pu faire ça, j'aurais pu dérouler la liste et choisir un bouton. Moi j'ai cliqué sur le OK là des boutons, j'ai glissé. Je prends ce bouton là, je vais simplement double-cliquer dessus pour que la fenêtre des propriétés s'affiche et je vais l'appeler, je vais voir qu'il s'appelle bouton 1. Et dans le libellé, c'est-à-dire ce qui va apparaître à l'utilisateur, je rajoute un bouton 1 parce que tout à l'heure, je vais rajouter un bouton que j'appellerai bouton 2. Je fais OK. Voilà, j'ai bouton 1. Je vais maintenant illustrer quelques exemples de variables. Je vais déclarer dans ce bouton des variables que je vais supposer utiliser. Donc, je clique droit sur le bouton, il est déjà sélectionné avec les poignets. Clic droit, je choisis code. Et ici, donc, je vais marquer déclaration. Donc, je vais zoomer un peu pour que vous voyez avec moi sur la vidéo. Déclaration simple de variable. Alors, je vais prendre quelques exemples simples. J'ai envie de dire que je déclare dans une classe le nombre d'étudiants qu'il y a dans une classe parce que je fais une gestion, par exemple, d'école. Alors, regardez.
Et je prends des noms parlants. Ici, j'aurais pu mettre nombre, hein, c'est à vous de voir. Nombre ici, en totalité. Alors, on n'a pas le droit de faire ça. Une variable ne peut pas contenir d'espace. Je pourrais faire ça. Quelques caractères spéciaux sont acceptés, mais vous pouvez ni mettre d'espace, ni trop de caractères bizarres. Donc, je donne un nom à ma variable. Surtout, ne l'appelez pas x, y, z. Et après, je dis de quel type elle est. Je vais par exemple dire ici « et » en français parce que WinDev, je le rappelle, il permet de programmer en français ou en anglais, est un entier. Alors pourquoi je dis entier? C'est parce que je vais mettre dans le nombre d'étudiants un peu plus loin dans mon code, je vais mettre qui sont 18 dans la classe, qui sont 22. On mettra jamais 22,5. Il n'y a pas de 22,5, moitié d'un étudiant. Donc quand je déclare une variable comme ça, si vous n'aimez pas le français, vous pouvez par exemple dire, ceux qui ont fait d'autres langages, vous pouvez dire is int. Voilà, donc là, je peux, dans WinDev, programmer en anglais, en français, ça marche très bien. Je vais maintenant, moi, laisser en français, est un entier. Si je sais, au moment où je déclare, donc la déclarer une variable, rappel, je vous lui donner un nom, vous lui donnez un type. Si vous savez exactement la valeur qu'il faut donner au moment où vous codez, vous pouvez rajouter, par exemple, 18. Si vous dites que déclarer, mais vous allez le savoir après parce qu'ils vont saisir quelque chose, vous allez chercher quelque chose dans une base de données, vous pouvez le faire plus tard. Alors imaginez que on est à quelques lignes plus tard dans le code, je prends le nom de ma variable et je peux donc, on dit qu'on l'a rempli, on dit aussi on va l'affecter. Et je mets par exemple que dans une classe, j'ai 18 étudiants. Donc ça, c'est par exemple pour le nombre entier. Je vais maintenant prendre un exemple où je vais stocker dans une variable le fait de savoir si un étudiant est présent ou pas. Je vais par exemple dire est présent. Vous voyez, je le fais exprès de dire je déclare des variables qui n'auront que deux possibilités vraies ou faux avec le verbe être, verbe est. En anglais, on peut mettre is, présent. Et là, je lui dis est un booléen. Et par exemple, plus tard, je vais copier ça. Plus tard dans mon code, je peux dire, on imagine qu'on est en train de faire l'appel dans une classe, et à ce moment-là, on prononce le nom de la personne, on lui dit, par exemple, Dupont, Dupont répond je suis là, on met vrai. Et je ferai ça pour chaque étudiant à la fois, et chaque fois qu'on me dit que c'est vrai, je le stocke dans la base de données quelque part. Voilà, donc j'ai déclaré un type, une variable de type entier, une deuxième variable qui ne contiendra jamais autre chose que vrai ou faux. Ici, regardez, je reviens sur étudiant. Si jamais je veux lui dire il y a 18,5 étudiants, et je fais CTRL S pour sauvegarder, normalement, quand je vais tester, il devrait râler, il devrait planter mon programme parce que c'est un entier. Et il devrait pas, pardon, là, il devrait râler tout de suite parce que j'ai mis un point, mais je vais mettre une virgule. Je sauvegarde. Et là, je ne sais pas si vous le voyez, si je zoome, c'est en rouge. Il me dit, vous n'avez pas le droit de mettre une virgule, c'est pas un décimal parce que j'ai un entier. Donc, je suis obligé de corriger ici. Alors, je vais réduire un petit peu le zoom. Ici, je vais un peu plus loin, je vais faire encore un exemple. Vous avez dans une application, vous facturez, je peux faire montant facture, et je sais qu'il y aura des décimales. Est un numérique, par exemple. Je peux prendre numérique ou je peux prendre monétaire. Monétaire, c'est pour des grands montants. Numérique, ça doit suffire pour une gestion normale. Et à ce moment-là, je pourrais, par exemple, mettre dedans 1500 euros, virgule, par exemple, virgule 75 centimes. Là, j'ai le droit aux virgules, il ne râlera pas. Non, c'est pas des virgules, c'est des points, pardon. Point ici. Chaque fois, je change de langage. Ici. Si je dois déclarer quelque chose où il y aura juste des chaînes de caractères, donc mélanger les chiffres et les trucs, j'ai par exemple adresse client est une chaîne, donc c'est l'équivalent dans les autres langages de string en anglais, dans les langages Java, C, etc. Et ici, par exemple, je lui dis adresse client égale, et je mets ici 17 boulevard de Paris. Donc vous voyez, je peux mélanger
les nombres, les chiffres, les tirets, les caractères spéciaux. Je peux faire ce que je veux à l'intérieur. Je peux par exemple dire ici, je crée une variable dans laquelle je mets que les dates. Donc il ne me laissera pas rentrer n'importe quoi. Par exemple, date création du client, je vais marquer 12/02/2020. Je peux dire, ah oui, alors là, vous voyez l'erreur que j'ai faite, c'est que je donne le nom d'une variable, mais je ne la déclare pas. Il faut d'abord que je fais une date. Donc, quand je dis que c'est une date, je précise à WinDev que je ne veux pas mettre autre chose que les dates dedans. Et l'avantage, c'est que après, je pourrais rajouter des jours, je pourrais faire des soustractions entre les dates, etc. Si je veux connaître, par exemple, l'heure de création, je veux la stocker pour la garder. Au moment où on a commencé à remplir le formulaire du client, je peux dire est une heure. Voilà. Et là, par exemple, je vais marquer midi, donc 12/00. Et je vais dire ici, etc. Parce que les types de variables dans Windev, il y en a plein. C'est pas la peine qu'on les donne toutes. Vous allez les apprendre au fur et à mesure de vos besoins. Nous, on sait simplement ici, pour les débutants, vous devez déclarer une variable avec un nom, choisir un type, et après vous la remplissez et vous pouvez faire des tests dedans, etc. Alors, je vais revenir au PDF ici. Donc, on a vu comment on déclare un nom, un type, et comment on l'affecte avec une valeur. On va voir ce que c'est que cette notion de portée. La notion de portée, je vous ai fait un schéma ici. Ce schéma, il dit que lorsque vous déclarez une variable, vous devez savoir deux choses. Quand est-ce que vous pouvez l'utiliser dans votre application et quand est-ce que vous ne pourrez pas, parce que vous la verrez même pas, elle sera cachée. Et deuxième chose, quand est-ce que vous n'avez pas besoin, vous n'avez plus besoin de cette variable, quand est-ce qu'elle disparaît. Alors une variable qui disparaît, c'est elle libère de la place de la mémoire et donc vous avez de la place en mémoire dans l'appareil mobile. Malheureusement, les appareils mobiles ne sont pas comme les PC ou les Mac qui ont beaucoup plus de RAM. Donc il faut vraiment que vous, en tant que codeur, vous sachiez où déclarer une variable pour pouvoir l'utiliser de partout là où vous en avez besoin, dans les différentes fenêtres, les différents champs, etc. Et vous savez aussi quand est-ce qu'elle disparaît pour ne pas la laisser prendre la place pour rien. Alors dans ce schéma, je vous dis qu'on peut déclarer des variables au niveau du projet. Donc une variable qu'on déclare au niveau du projet, je vais vous montrer comment on fait. C'est une variable qu'on peut lire et modifier dans toutes les fenêtres du projet, de l'application. Donc c'est intéressant quand vous voulez utiliser une valeur ou modifier une valeur d'une fenêtre à une autre, et les autres fenêtres avec leur champ peuvent aussi l'utiliser, la modifier. Donc on dit que c'est des variables globales au niveau projet. Si maintenant vous avez une variable, vous ne voulez pas la partager avec les autres fenêtres, mais vous voulez la partager avec tous les champs, les boutons, les listes, les images, etc. de votre fenêtre. Là, j'ai appelé fen1, fen2. Donc, cette variable n'est partageable qu'avec les différents objets. Je la déclare au niveau de fenêtre. Je dis que je déclare une variable globale au niveau de la fenêtre. Les autres fenêtres ne peuvent pas y accéder, mais mes champs de ma fenêtre 1 peuvent l'utiliser les uns les autres. On va prendre des exemples. Et après, troisième niveau, c'est que j'ai une variable déclarée, mais elle ne sera utilisée que dans un bouton, que dans une combo, une liste à dérouler, que dans un événement. Même le bouton, ça peut être que sur le clic du bouton lorsque j'appuie dessus, ou alors lorsque je relâche, mais je veux pas que ça soit accessible à d'autres champs de la même fenêtre. Donc là, on a à peu près 3 niveaux. Alors comment ça se passe? Je reviens dans Windev. Alors, ici, Windev, rappelez-vous, là-haut, les onglets, je passe de la partie design, la fenêtre, à la partie code. Le code, j'en ai pas besoin ici. Si je vais faire une chose, je vais revenir au code du bouton et je vais effacer tout ce qu'on a fait pour faire de la place. Alors, pour illustrer ces exemples-là, vous allez faire comme moi. Là, actuellement, une fenêtre qui s'appelle Fen1. On va créer une deuxième fenêtre. Donc, je vais agrandir à gauche la partie explorateur du projet. Si je regarde ici, vous voyez à gauche dans l'explorateur, j'ai déroulé la branche fenêtre. J'ai une fenêtre qui s'appelle Fen1. Je veux créer une deuxième fenêtre. Je clique droit sur le nom de la branche qui s'appelle fenêtre au pluriel. Je clique droit et je fais le choix nouvelle fenêtre. Il va de nouveau me demander si je veux choisir un modèle de fenêtre pré-rempli. De nouveau, je choisis vierge.
et je fais OK. Il va me dire comment vous allez appeler cette deuxième fenêtre. Je vais l'appeler fin2. Voilà. Donc j'ai deux fenêtres. Vous voyez ici, donc je vais fermer là. Vous voyez ici les onglets. Je passe de fin1 à fin2. Alors pour qu'on puisse s'y retrouver, je vais prendre, mettre un titre ici, pas le titre de la partie grise qu'on appelle la bar action. Je vais mettre juste un petit libellé. Donc je vais dans l'onglet création. Je vais dérouler la liste des objets libellés. Je choisis un libellé simple, je le pose ici. Et là, je vais double-cliquer sur ce champ et je vais simplement, je veux que l'utilisateur il voit ce titre-là, je suis fin1. Juste pour que vous me suivez, qu'on puisse s'y retrouver. Regardez, j'agrandis le libellé en tirant sur les petites poignées. Donc comme ça, quand je passe d'une fenêtre à une autre, vous me suivez, on est dans la fenêtre 1. Je vais aller voir la deuxième fenêtre, donc je clique sur l'onglet de fin2 et je vais aussi rajouter un bouton simple, un libellé simple, pardon, un libellé simple. Je vais double-cliquer sur le libellé et dans le nom qui apparaîtra, je vais mettre je suis fin2. OK. Voilà, j'agrandis aussi. Voilà, fin2. Alors regardez, je bascule dans fin1, je vois libellé qui me dit je suis fin1. Je bascule dans fin2, je vois libellé fin2. Donc on ne peut pas se tromper pour savoir ce qu'on fait. Je reviens donc, ce que je veux faire ici, je veux que les deux fenêtres, mon exemple, les deux fenêtres quand je vais les lancer, j'aimerais bien qu'elles puissent faire apparaître dans là-haut, ici, dans l'action bar, ou la barre d'action en français, cette barre qui la partie qui est grise mais claire, dans mon exemple à moi, j'aimerais bien qu'il y ait le titre de mon application. Imaginez que vous avez fait une application de jeu qui s'appelle Top Game et vous voulez que ce nom-là apparaisse dans toutes les fenêtres de votre appli. Moi j'en ai deux, mais vous pouvez en avoir 15 fenêtres et vous n'allez pas dans chaque fenêtre dire mettre dans le titre Top Game, Top Game. Donc ça veut dire que j'ai une variable que j'aimerais partager avec toutes les fenêtres. Je vais donc la déclarer au niveau du projet. Hein, comme je l'ai dit ici, c'est à ce niveau-là bleu, clair, là-haut, je bouge la souris. Donc ici, où est-ce qu'on déclare les variables globales au niveau projet? Vous regardez là où j'ai les onglets. J'ai à gauche, j'ai un P en jaune. Donc ce P en jaune, c'est l'endroit où on peut aller voir le code du projet. Donc je clique sur ce P et je choisis code de l'élément. Et j'arrive ici. Donc ici, regardez, c'est marqué initialisation 2 et c'est marqué WM, c'est variable, c'est vraiment le nom de mon application. Et puis ici, il y a une autre partie si vous voulez mettre des choses lorsque l'application va se fermer. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On dit que ça, c'est l'endroit variable globale projet. Bien utilisable par toutes les fenêtres. Et après, vous laissez de la place. Et si vous avez besoin de faire du code à exécuter au lancement de l'appli. Ça, je vais dire deux mots, mais je ne vais prendre pas d'exemple ici. Ici, par exemple, il peut arriver que votre application utilise l'Internet, mais au début, au moment où l'application se lance, avant même que la première fenêtre s'affiche, vous vous dites en tant que codeur, codeuse, si jamais il n'y a pas d'Internet, mon application ne va pas marcher. Vous allez par exemple tester au début Internet, ici il n'y en a pas, vous mettez un message à l'utilisateur en disant merci de voir votre connexion Internet et vous arrêtez l'application parce que votre application elle a besoin d'aller voir une base de données, elle a besoin de chatter avec les autres ou de jouer à plusieurs. Ça peut être l'exemple de tester le Bluetooth, ça peut être un exemple de vouloir au début de l'application de faire une connexion à une base de données, etc., etc. Donc ça, le code de l'élément du projet, ça sert à deux choses. Déclarer des variables à utiliser par toutes les fenêtres et faire du code qui est indispensable au début de l'application avant d'ouvrir la première fenêtre. Nous, on va s'occuper que des variables globales. Mon exemple, je veux donner un titre à mon appli et je veux que toutes les fenêtres affichent le même titre. Si un jour je décide de changer le titre, je le changerai qu'ici. Alors on commence. Les variables globales, généralement, on leur donne des G comme global. G titre appli.
Donc je l'appelle par exemple, si le titre m'appelle est une chaîne, et je dis par exemple, je l'appelle Top Game. Voilà. Donc je déclare une variable qui contient de tous les caractères et je mets dedans une valeur Top Game. Et maintenant, quand mes fenêtres vont s'afficher, j'aimerais bien qu'elles s'affichent dans leur bar action bar, ce nom-là. Je sauvegarde. Maintenant, ce code du projet, je ne touche plus. Je vais aller voir la fenêtre Fen1. À quel endroit je peux changer le titre de la fenêtre? Pas celui-là. Celui-là, c'est juste un libellé. Moi, je veux que ça soit là, dans la partie grise. Ça se déclare dans le code de la fenêtre et pas dans le code d'un libellé, d'un bouton, etc. Où trouve-t-on le code de la fenêtre? Eh bien, soit je clique dans le vide, dans la partie vide où il n'y a pas un champ de la fenêtre, soit je clique en dehors de la fenêtre, clic droit. Et là, vous voyez, j'ai clic droit, j'ai un menu contextuel qui me dit le nom là-haut. Je vais m'occuper de quel élément. Vous voyez que ça s'appelle Fen1, donc c'est ma fenêtre. Et là, j'ai le choix code. Donc, je peux coder aussi, déclarer des variables dans la partie fenêtre avant même qu'elle s'affiche. Donc, je vais dans le code de la fenêtre. Ici, alors ne vous donnez pas beaucoup d'importance à ça. Ce qui est important, c'est cette bande jaune et vous parle de déclaration globale de Fen1. Donc, c'est un niveau inférieur. Restez 2 secondes là. Regardez, c'est le niveau en noir. Ici, nouveau fenêtre. Alors, moi, dans mon exemple, je vais marquer ici déclarer variable à partager avec les champs de cette fenêtre. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper de ça, on va dire simplement. Donc là, dans ce qu'ils appellent déclaration globale, vous déclarez des variables aussi, mais ils seront accessibles que dans cette fenêtre et pas dans les autres fenêtres. Mais par contre, il y a un autre espace de code qu'on appelle fin d'initialisation de Fen1. Alors, c'est pas très parlant ici, c'est code à exécuter avant affichage de la fenêtre. Or, moi, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de mettre le titre à ma fenêtre avant qu'elle s'affiche. Si elle s'affiche, c'est trop tard. Donc ici, je dis moi-même, parce que je suis dans la fenêtre, alors moi-même, ça veut dire moi la fenêtre. Moi-même, regardez ici dans la bande jaune, Fen1, c'est une fenêtre. Ceux qui ont fait du Java ou du C#, en anglais, on dit this, T-H-I-S, comme ça. Dans les autres langages, on dit this, point. Je veux, donc, ici, qu'est-ce que je veux faire? Je dis, moi, la fenêtre, je veux faire quoi? Je veux changer mon titre. Donc, je commence à taper ça. Et donc, ça aura pour effet de mettre le titre que je souhaite dans la barre Action. Alors, je ne peux pas faire ça. Si je fais ça et que j'ai, par exemple, 15 fenêtres dans mon application, je vais marquer 15 fois Top Game. Le jour où on me dit, ah ben non, il faut changer, il faut le mettre en français, il faut mettre Top Jeu. Il faut que je change Top Game par Top Jeu dans 15 fenêtres. Or, moi, je veux que ça soit changeable, modifiable dans un seul endroit au niveau du projet. Donc là, je lui dis, dans le titre, vous mettez le nom de la variable. Voilà, la variable que j'ai déclarée au niveau du projet. Vous voyez, quand je commence, je me rappelle son nom du titre application, je commence à taper juste le première lettre, il me la présente. Donc, je vais chercher, ça veut dire, ils la mettent dans une couleur spéciale pour dire c'est une variable globale, ici en bleu vert. Donc, il va chercher le nom, alors je bascule dans le projet, le nom, ici, la valeur de la variable elle s'appelle ça. Et là, je vais chercher son nom. Donc, ici, dans la fenêtre, je veux dire, dans la partie fin d'initialisation, c'est-à-dire avant chargement, je vais mettre pas ce mot-là, je vais mettre le contenu de la variable. Et normalement, j'aurai tout simplement ça. Je veux faire la même chose pour la fenêtre 2. Donc, je vais copier ce code-là, les 3 lignes. Je fais CTRL-C pour le mettre dans le presse-papier. Et je vais aller dans Fen2. Et de la même façon, je demande d'avoir le code de Fen2 en cliquant droit dans le vide. Code. Et dans Fen2, vous voyez là, c'est marqué initialisation Fen2. Je clique aussi. Et là, pareil, moi-même, donc je dis pas Fen2, je peux mettre Fen2, mais on dit moi-même point titre. Donc moi, la fenêtre, je change mon titre, je le mets aussi ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va se mettre dans Fen 1 et on va la tester. Rappelez-vous, il y a deux boutons Go. Le bouton Go là-haut, à gauche, c'est pour tester la fenêtre. Et le bouton Go à droite, c'est pour tester le projet. Donc, je teste sur le bouton Go à gauche. Vous voyez Top Game, là-haut. Ça s'affiche. J'ai rien fait, j'ai fait que piquer la valeur que déclarée dans le projet. Je prends Fen 2. Je me mets sur Fen 2. Je clique aussi sur le bouton gauche pour tester. J'ai aussi Top Game. Maintenant, vous me dites, ah, je veux changer d'avis. Je vais aller dans le projet et je vais remplacer Top Game par Top Jeu. Je sauvegarde, CTRL S. Je reviens dans Fen 1 et Fen 2, je ne change rien. Je teste Fen 1. Vous voyez, Top Jeu. Je teste Fen 2. Je me mets sur Fen 2. Je teste Top Jeu. Donc, si j'avais des dizaines de fenêtres dans mon projet, ça sera changé. Donc, voici un exemple simple de une variable globale qui sera utilisée dans toutes les fenêtres et modifiée aussi, parce que n'importe quelle fenêtre, elle peut la changer pour pouvoir, les autres, elles verront le changement. Donc ça, c'est variable globale au niveau du projet. Je vais voir maintenant une variable globale au niveau de la fenêtre. Ici, dans Fen 1, j'ai bouton 1. Je vais copier ce bouton, je vais faire CTRL-C et CTRL-V pour en faire un deuxième, un clone. Ce deuxième bouton, je vais double-cliquer dessus et je vais mettre comme message, comme libellé pour que voit l'utilisateur, je l'appelle bouton 2. Et ce que j'aimerais bien ici, c'est dans les deux boutons, je pourrais accéder, savoir, par exemple, dans mon application, donc là je quitte les jeux, je suis dans une gestion commerciale. Dans les deux boutons, je peux savoir à n'importe quel moment combien j'ai de factures chez le client qui ne sont pas payées. Eh ben, je ne vais pas aller sur la base de données la chercher à chaque fois. J'imagine que au moment où je lance ma Fen 1, j'ai l'information que j'ai stockée quelque part. Donc, comme les deux boutons veulent accéder à la même information, je vais déclarer cette variable au niveau de la fenêtre. Donc, je clique droit dans le vide. Donc, Fen 1, je choisis le code. Et dans cette partie procédure de déclaration globale, par exemple, je vais marquer ici nombre fenêtres, un nombre facture, pardon. Donc, facture est un entier. Voilà. Et imaginez que je fais ici un accès à la base de données. Donc, j'ai un code que je ne vais pas faire ici. Et à un moment donné, j'ai trouvé le résultat. Et imaginez donc que je trouve qu'il y a 12 factures en attente. Alors, je vais aussi mettre G ici. Alors, j'ai oublié un S. Je vais mettre G parce que là aussi, c'est une variable globale. Et donc, je vais mettre G ici. Donc là, on imagine que vous avez été dans une base de données chercher un nombre de factures. C'est un entier parce que ça sera toujours 12, 13, 20, 25 et jamais avec des décimales. Et cette variable-là va être accessible par tous les champs de ma fenêtre. Donc, GNB facture, je sauvegarde. Je viens dans ma fenêtre et la démonstration, on va demander à chaque bouton d'afficher cette variable-là, simplement. Donc ici, je vais simplement, rappelez-vous avec la fonction info qui affiche une petite fenêtre, une petite boîte à dialogue pour dire, là je lui dis, je veux voir, alors là ça s'appelle G nombre, et vous voyez, il me la trouve. Cette variable n'est pas déclarée dans le bouton, elle est déclarée au niveau la fenêtre qui contient bouton 1. Je vais aussi copier cette ligne parce que je vais la mettre dans bouton 2. Dans bouton 2, aussi, je vais demander la même chose. C'est pour montrer que j'arrive à voir les variables dans les deux. Alors, je me remets dans Fen 1 dans le design et je clique sur le bouton Go en haut à gauche. Rappelez-vous, nombre de factures égale à 12. Je clique sur le bouton 1, je clique parce que je suis sur un PC. On me dit, il y a 12 factures. Je clique sur le bouton 2, on me dit 12 factures. Donc ça, les deux boutons accèdent à l'information. Maintenant, on va améliorer. On va dire que je vais voir le code du bouton et je vais voir le code. Donc, j'affiche 12, mais je veux en même temps que le bouton, par exemple, il modifie. Imaginez qu'il y a un client, il a payé la facture, il n'a plus que 11 qui ne sont pas payés. Moi, je mets 11.
Donc au départ, il va nous afficher 12. Ici, on imagine qu'on a fait un code. Donc je fais etc. de paiement. Et reste plus qu'11 factures. On va voir le bouton 2, il va recevoir quoi. Donc ici, si je clique sur le bouton 2, il y a toujours 12. Si je clique sur le bouton 1, au départ, il y a 12. Il va y avoir un code de paiement. Mais il a mis 11, on ne le voit pas parce qu'une variable, il est caché en mémoire. Elle est dans la mémoire du PC, du smartphone. Je clique sur le bouton 2. Bouton 2, il récupère 11. Parce que quand une variable globale de la fenêtre est modifiée par un champ de la fenêtre, les autres champs, ils voient la modification. Voilà donc au niveau de variables déclarées au niveau de la fenêtre. Maintenant, ce qu'on va faire, on va dire, il y a des fois, j'ai besoin de déclarer une variable uniquement. Donc, je vais mettre ça en commentaire. Je suis dans bouton 1 toujours. Rappelez-vous, pour mettre plusieurs lignes en commentaire, vous sélectionnez. Vous allez dans l'onglet code et vous avez ici une option commenter. Donc ça s'exécutera plus. Maintenant, je vais dire ici, par exemple, que je vais avoir une variable au niveau d'un bouton. Je vais dire, par exemple, est abonné est un booléen. Par exemple, ici, ce bouton-là, il a fait du code. Hein. On va dire ici, code. Vous imaginez avec moi qu'on a été sur la base de données, on a un code client, on a été voir et savoir si vous faites payer un abonnement à vos users, à vos utilisateurs de votre application. Et vous avez cherché pour un client, vous avez trouvé que ce client, il est abonné, il a déjà payé. Et vous mettez abonné égal à vrai. Donc c'est vrai ou faux, l'équivalent de true false. Et c'est tout. Et normalement, dans votre application, vous testez à chaque fois si le client est abonné, le user est abonné, vous lui faites pas diriger vers la fenêtre pour qu'il s'abonne, qu'il paye avec la carte bleue, etc. Donc là, on a une variable qui est déclarée au niveau de ce bouton 1. Vous voyez, bouton 1 ici. Je sauvegarde. Je vais maintenant dans la fenêtre et bouton 2, il dit, tiens, je vais tester. Donc ça, je le mets en commentaire. Ce bouton-là, il va dire ici, donc je vais me faire un si ou un if comme vous voulez. Et regardez ce qu'il me dit. Il me dit qu'il ne connaît pas. Pourquoi? Parce que c'est pas une variable qui est déclarée au niveau de la fenêtre. Donc, ce bouton 2 ne la voit pas. Elle est déclarée au niveau du bouton 1. Il n'y a que le code, les événements de bouton 1. Par exemple, lorsqu'on appuie sur le bouton, s'il clique, on peut utiliser la variable. Si on relâche le bouton, on peut le voir dans la variable, etc. Mais pas du tout dans les autres boutons, les autres champs de l'application. Donc voilà, quand vous déclarez une variable au niveau d'un champ, vous déclarez au niveau d'un événement, clic ou relâche ou survol ou quelque chose, ça ne fonctionnera, ça ne sera utilisé que là, mais pas ailleurs. Alors quel est l'avantage de faire ça? Je le rappelle. Si vous déclarez ici une variable au niveau d'un bouton, parce que vous êtes sûr qu'elle sera utilisée que dans le clic sur ce bouton. Elle ne sera pas utilisée dans d'autres événements, genre relâcher, etc. Et l'avantage, quand on exécute ce code, ici, imaginez que vous avez un code avec plusieurs variables et vous y utilisez. Dès que le code est fini, WinDev va libérer la place. La variable est abonnée, sera libérée, donc elle sera supprimée et on récupère quelques octets de la mémoire. Quand vous déclarez des variables au niveau de la fenêtre, ici on a déclaré deux variables, imaginez que vous déclarez plein de variables, elles seront accessibles à tous les champs de la fenêtre pendant que la fenêtre est affichée. Dès que vous fermez la fenêtre ou vous passez à une autre fenêtre, ces variables disparaîtront, elles libéreront la place en mémoire. Comme ça, chaque fois, votre application ne consomme pas beaucoup la mémoire, ne risque pas de saturer et peut-être éventuellement bloquer. Donc, une fois qu'on a dit ça, vous devez savoir à quel endroit vous devez déclarer vos variables. Certains codeurs, ils disent, ah, moi, je m'embête pas, je déclare toutes les variables au niveau du projet, c'est-à-dire à ce niveau-là. Initialisation du projet. Si vous déclarez beaucoup de variables ici, dès que vous lancez l'application,
toutes ces variables vont prendre chacune plus ou moins d'octets et pendant toute l'application, et si l'utilisateur ne ferme pas l'application, elle reste en arrière-plan pour continuer à consommer de la place mémoire dans la RAM et votre application sera très ralentie. Voilà pour donc la notion de ici de portée qu'on vient de voir, savoir où déclarer. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on vient de voir, ce sont des variables simples. Je vais vous montrer quelques exemples de variables un peu plus composées, un peu plus complexes, on va dire. Je ne vais pas prendre tous les exemples. Là, si vous allez sur un navigateur web et vous tapez WinDev variable, vous allez trouver tous les types de variables possibles et imaginables. Moi, je vais juste vous donner quelques exemples pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'on peut faire. Je vais commencer par vous parler des tableaux pour les débutants qui ne savent pas le faire ou les autres si vous ne l'avez jamais fait dans WinDev. Pour montrer ce que c'est qu'un tableau, je vais par exemple prendre ici, dans Excel, je vais simuler que je vais faire un tableau ici. Voilà, j'ai un tableau ici. Ce tableau, je décide de l'appeler les notes en maths. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tableau? Un tableau, c'est pas une valeur, mais une série de valeurs. Donc, tout à l'heure, j'ai pris juste des variables simples. Elles stockent qu'une information, rien qu'une information. Quand je modifie la valeur de la variable simple, elle écrase la variable d'avant. Mais si vous voulez stocker plusieurs valeurs de même nature, par exemple ici, dans une classe, toutes les notes en maths d'un étudiant, je les mets là-dedans. J'ai envie par exemple de mettre ici 12,5. J'ai envie de mettre qu'il a eu l'étudiant une deuxième note un peu plus loin dans l'année de 13, et après il a eu 7, et ainsi de suite. On dit que c'est un tableau, donc c'est un nombre d'éléments qui sont de même nature, tous des numériques, tous des entiers, tous des chaînes de caractères, tous des images, etc. Et le tableau, on dit qu'il a des éléments. Chaque élément est connu par un numéro, on dit aussi un indice ou un index. Par exemple, ici, j'ai un tableau de 3 éléments pour l'instant qui sont remplis, mais j'imagine que je pourrais mettre jusqu'à 4. Quand vous voulez stocker plein de choses comme ça en série et les garder pour les réutiliser, soit vous les stockez dans une base de données, soit vous les affichez au fur et à mesure, vous déclarez un tableau, vous devez savoir une chose, est-ce que votre tableau il sera fixe ou est-ce que les notes peuvent en avoir 3 aujourd'hui, mais d'ici la fin de l'année, il peut y en avoir 15, 20, 30. À ce moment-là, on dit que c'est un tableau variable ou dynamique. Vous le remplissez au fur et à mesure en codage et ça grandit au fur et à mesure. Ça peut être donc ça. Et à ce moment-là, on dit que la déclaration, vous déclarez un tableau de façon dynamique. Mais il y a des tableaux qui peuvent être fixes à l'avance parce que vous savez à l'avance que ça ne peut pas être autre chose. Par exemple, jour-semaine. Vous voulez vraiment afficher dans une fenêtre les jours de semaine, lundi, mardi, etc. Je vais mettre 3 petits points. Là, 3 petits points. Vous le savez à l'avance qu'il y a 7 jours. Donc, vous pouvez déclarer un tableau avec les éléments 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7. Vous déclarez un tableau fixe. Ça s'agrandira jamais. Il faut vraiment qu'un jour, on découvre qu'il y a un 8e jour. Alors, comment on déclare comme ça un tableau? Donc, je vais venir dans mon code. Et je vais donc je vais prendre dans FEN1, je vais prendre un 3e bouton, je vais appeler bouton 3 et on va faire la démonstration avec bouton 3. Je double-clique dedans, je les rajoute dans le libellé bouton 3. Voilà. Et je vais rentrer dans le code de ce bouton, clic droit sur le bouton code. Et ici, je vais marquer tableau dynamique. Et je vais marquer 100 longueur fixe. Et à ce moment-là, je vais prendre ce que j'ai marqué dans Excel ici, note en maths. Donc, je déclare note en maths est un tableau de numérique. Parce que imaginez que le prof, il peut mettre des virgules, 12,5, etc. S'il n'y avait que des nombres entiers, je mettrais 2 entiers. J'ai pas déclaré combien il y aura d'éléments dedans.
Donc, c'est un tableau dynamique. On ne met pas forcément dit. Maintenant, comment je le remplis? Eh ben, il y avait une ancienne syntaxe dans WinDev, c'était dire tableau ajoute. Voilà. Je donne le nom du tableau. Donc ici, mon tableau, il s'appelle note. Je demande ici note et je vais le copier. Donc, je copie le nom du tableau. Et je vais dire ici, je mets 12,5 dedans. 0,5. Bon, cette façon de faire ici, c'est une fonction. Ça a continué à fonctionner dans WinDev. Mais on a rajouté plus tard une autre syntaxe, je vais la mettre en commentaire, pour être un petit peu conforme à ce que font les autres langages. Les autres langages, ils disent qu'il faut prendre, dès que vous avez une variable complexe, parce qu'on dit complexe parce qu'un tableau, c'est pas une valeur, mais plusieurs valeurs, vous donnez le nom du tableau, donc le nom de l'objet, on dit, et point, et vous allez trouver la fonction de qu'est-ce que vous voulez faire sur le tableau. Ajoute. Donc si vous êtes habitué à faire ça, continuez à faire ça. Mais si vous voulez vous convertir à cette façon de faire, vous n'aurez pas de mal le jour où vous utiliserez des langages autres, surtout des langages objets, Java, Python, C Sharp, etc. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et là, je lui dis, je vais mettre 12,5. Après, donc, je vais faire un copier-coller. Donc là, j'ajoute, où est-ce que ça s'ajoute dans le tableau? Ben, ça s'ajoute, comme c'est la première note, ça sera le premier élément. Ici, je vais mettre une valeur de 13. Je peux mettre 13.0, 13 tout seul. Je vais marquer une note aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans Excel? J'ai mis 13, j'ai mis 7. Je fais un copier-coller, je mets 7. Voilà. Et chaque fois que je fais ajoute, le tableau s'agrandit. Au départ, il n'a pas de taille. Il n'a pas 15 éléments fixes ou 2 éléments. Et à un moment donné, j'aurai besoin d'utiliser mon tableau. Par exemple, je vais aller chercher la valeur 13. Alors, on me dit, regardez ici, les fameux indices 1, 2, 3, 4. Deux choses l'une, soit je parcours tout le tableau, soit je regarde un élément. Pour l'instant, je vais afficher un élément. Donc, je donne le nom du tableau. Et comme je veux voir l'élément 2, c'est-à-dire la valeur 13, on donne le numéro de l'élément entre crochets. Donc, je fais 2 comme ceci. Ou alors, je peux utiliser la note, la multiplier par un coefficient, etc. Là, pour l'instant, je vous montre juste que ça marche avec cette fonction info qui me fait une fenêtre. Alors, si mon bouton droit, je teste la fenêtre FEN1, je clique sur le bouton droit et vous voyez, on me dit 13 et vous voyez derrière, 13, c'est l'élément 2. Maintenant, si vous voulez, par exemple, parcourir tout le tableau, on peut faire pour tout. Et chaque fois que je prends un élément du tableau, je lui donne un nom. Par exemple, je l'appelle note 2 et je donne le nom de mon tableau. Alors, mon tableau s'appelle note en maths. Voilà. Ici, on a une boucle. Donc, moi, je dis pas que je prends le premier élément, deuxième. Le WinDev, il va se balader du premier élément jusqu'au dernier élément rempli. Et à chaque fois, pour chaque note que je prends, ça sera appelé ici comme si c'était une variable. Donc, quand il va prendre ici le 12,5, il va le mettre dans la variable note et moi, je fais ce que je veux avec la variable note. Après, il va arriver à la fin, il va boucler ici que le tableau n'est pas fini, il va repasser sur le tableau et cette fois-ci, il va prendre la note 13, il va la mettre dans la variable note. Je fais ce que je veux à l'intérieur. Après, il va aller regarder 7. Il va m'amener 7 dans la variable note. Je fais ce que je veux avec. Et après, comme j'ai plus mon tableau, il est vide. Après, il n'y a que 3 éléments. Il va sortir et continuer le code ici. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement lui dire info. Et info, donc je donne pas le nom du tableau, je donne juste cette variable ici. J'aurais pu l'appeler X ou Y, mais c'est mieux de dire qu'il s'agit des notes. Donc là, quand je vais tester, la petite fenêtre d'affichage va s'afficher 3 fois parce que j'ai 3 notes. Alors allons-y, on teste. Bouton 3. Ça commence par 12,5, c'est la première note, je fais OK. Il m'affiche la suivante, c'est 13, je fais OK. Il m'affiche la troisième, c'est 7, je fais OK. Et après, il n'y a plus, il s'arrête. Voilà, donc ça, c'est tableau ici. Donc, je vais mettre ça en commentaire pour qu'ils exécutent plus tout ça.
Si vous avez besoin de déclarer un tableau fixe, par exemple ici je lui dis nom des jours est un tableau fixe de cette chaîne, parce qu'il y a 7 jours dans la semaine. Regardez, je vais dézoomer un peu pour que vous voyez toute la ligne, chaîne au pluriel. Donc là, si jamais j'essaye de remplir plus, il va râler. Donc qu'est-ce que je fais ici? Je fais nombre de jours et je vais mettre dedans que l'élément 1, alors je peux faire cette écriture-là et je peux lui dire lundi. Donc ça, c'est une écriture qui était aussi ancienne. D'accord? Je la mets en commentaire pour que vous voyez toutes les façons de faire, mais je vous dis, ma préférence, elle va à quoi? Je peux faire ici l'autre façon que l'on a vu tout à l'heure. Tableau ajoute. Je donne le nom de mon tableau. Il s'appelle nom du jour. Virgule. Et je lui dis lundi. Là aussi, ça marche, mais c'est pas du tout moderne. C'est pas du tout moderne. Donc, je vais vous dire, vous pouvez continuer si vous avez l'habitude, mais si on veut vraiment être comme les langages modernes, donc on utilise cette syntaxe qui est apparue depuis, je crois, Windows 25 de tête, ajoute, et là, je lui dis lundi. Donc, le nom du tableau, point, et on trouve, il y a ajoute, il y a modifie, il y a cherche, etc. Ici, donc je fais un copier-coller, je ne vais pas mettre les 7 jours. Je vais marquer de nouveau ajoute. Je vais marquer ici mardi. Alors, il râle, pourquoi il râle? J'approche ma souris pour voir ce qui ne lui va pas. Ah, apparemment, c'est par là, c'est pour ça que j'ai fait cette écriture-là. C'est parce que pour les tableaux fixes, il ne veut pas d'ajoute. Oui, exact. Donc, on oublie ça. C'est moi qui ai fait une erreur de syntaxe. Pour les tableaux fixes, il ne veut pas qu'on fasse ajoute parce que ça suppose qu'il est dynamique. Donc, je reprends. Donc, j'oublie ce que j'ai dit. Je reprends cette écriture-là. Donc, ça, je l'oublie aussi. C'est valable pour les tableaux. C'est valable pour les tableaux dynamiques. Donc, ici, ce que je vais vous montrer, c'est que je mets lundi. Le 2, je mets mardi. Et je peux faire info et lui dire, alors, etc., etc. Je peux faire info et lui dire, je veux voir le premier élément du tableau, où je fais une boucle pour les parcourir. Voilà, normalement, ça ne pose pas de problème. Voilà, bouton 3, il me dit lundi. C'est tout parce que j'ai demandé le premier élément. Là, je vais faire exprès de faire une erreur cette fois-ci. Je mets ça en commentaire. Alors, on imagine que comme j'ai dit que c'était fixe, imagine que je me trompe dans mon code et à un moment donné, je veux rajouter un élément à la 8e position. Donc ici, je vais mettre 8, alors que je sais que j'ai que cet élément, c'est fixe, pour vous montrer qu'il n'est pas dynamique. Je vais tester, il va planter, on va voir comment ça se passe. Je clique sur le bouton droit, et là j'ai un message, et quand je le lis, il me dit la dimension 1 est un tableau, possède 7 éléments, et vous tentez d'accéder à l'élément 8. Ça montre bien que je ne peux pas l'agrandir automatiquement. C'est pas un tableau extensible, dynamique. Donc, si je me trompe dans le codage, et là j'ai vraiment une icône de sens interdit qui me rappelle l'erreur pour que je puisse la corriger. Donc voilà pour un tableau simple. Maintenant, je vais vous montrer aussi un exemple d'un tableau qu'on peut appeler, donc je mets ça en commentaire. Il arrive qu'on ait envie de faire un tableau à 2 dimensions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tableau de dimensions? Je vais effacer ça. Et je vais donc faire ceci. Je vais enlever tout ça. Voilà, ici, j'ai envie de faire un tableau qui contiendra, ici, on va dire pays et capitale. Donc ça sera
mais juste pour que vous me suivez, normalement, on n'a pas besoin de stocker tout ça dans un tableau. Dire par exemple France, Paris. Dire ici Sénégal, Dakar. Dire ici Tunis, Tunisie, Tunis. Dire ici Espagne, Madrid. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Maroc, Rabat. Et ainsi de suite. Hein. Désolé si je n'ai pas cité forcément votre pays. Ce n'est pas, ce n'est pas grave. Je citerai peut-être la prochaine fois, vous me le direz. Donc voilà. Donc là, on dit j'ai besoin de stocker des éléments, mais le tableau, sur chaque ligne, il a deux éléments. On dit que c'est un tableau à plusieurs dimensions. Là, j'en ai deux. Comment ça se passe? Eh bien, il faut savoir que chaque ligne a un numéro. Et les colonnes ici, parce que j'en ai deux, les colonnes vont avoir aussi un élément. Alors ce tableau, comment je vais l'appeler? Ce tableau, je vais l'appeler par exemple liste capitale. Je lui donne ce nom-là. Donc je reviens dans Windows. Je vais déclarer donc ici tableau deux dimensions. Et je vais rentrer ici, donc liste des capitales est un tableau de... Alors ici, imaginez que donc je vais en avoir, on dit au maximum 150 capitales, dire de 150 par 2. Ça veut dire que j'aurai 150 lignes maximum, deux colonnes parce qu'il y aura le pays et il y aura la capitale, chaîne. Si on me dit non, mais il n'y a pas 150, il y a 250, je mettrai 250, ça ne prendra pas beaucoup. Tout place en mémoire, c'est en octets, donc c'est très limité. Alors maintenant, je vais commencer à remplir mon tableau. Alors, il me laisse pas aller parce que j'ai pas fait Enter. Donc, je vais à la fin de la ligne. Alors, pourquoi il m'a mis ça? Moi, je voulais mettre juste. Donc, ça, c'est WinDev qui fait des siennes. Alors, deux chaînes. C'est tout. Donc, ici, liste de capitales est un tableau de 150 par deux chaînes. Donc, ça veut dire 150 lignes, deux colonnes. J'arrive ici, donc il faut que je fasse Enter. Voilà, j'arrive ici, maintenant je vais le remplir. Je donne le nom de mon tableau. Et je vais faire des crochets. La ligne 1, colonne 1. Je vais avec des crochets. Cette fois-ci, je fais deux crochets. 1. LGR. Voilà, 1. Et je mets ce que je veux ici. Par exemple, on a dit si je mets France. Alors, j'ai rempli qu'une seule case. Donc là, vous voyez ici, 1 ici, 1 ici. Donc là, là. Donc forcément, le croisement, c'est France. Maintenant, je vais faire un copier-coller. Et je mets sur la même ligne, mais à la colonne 2. Colonne 2, je vais mettre la capitale. Je mets ici, Paris. Bien sûr, ici, dans mon exemple est simple, je mets des valeurs 1, 1, 1, 1, 2, etc. Mais si j'avais toutes ces capitales dans une base de données, je ferais une boucle et à la place des valeurs en dur 1, 2, je mettrais donc des variables qui j'incrémente. Il y aura par exemple I, J, il y aura ou là numéro de ligne, numéro de colonne, et je pourrais les incrémenter avec plus 1 pour remplir tout le reste. Donc là, je pourrais continuer à dire maintenant, je vais faire juste pour un deuxième pays, mais on va s'arrêter là. On saura faire la suite. Là, je vais faire la ligne 2, colonne 1, la ligne 2, colonne 2, et on a dit que c'était le Sénégal. Donc ici, je vais marquer Sénégal. Ici, je vais marquer Dakar. Et à n'importe quel moment, comme tout à l'heure pour info, je peux demander donc de voir quel est, par exemple, je vais voir le pays et sa capitale. Donc je peux dire ici, je vais faire ce qu'on appelle une concaténation.
le pays, espace, et je rajoute avec un plus, pour lui, je dis que la suite, ça va venir d'une variable, donc ici d'une case du tableau. Et je sais que le Sénégal, il est en 2-1, donc ici, je fais pas de virgule, je fais une chaîne de caractères, ça sera donc du texte en dur. Je laisse un petit espace parce que le pays est Sénégal, ça ne sera pas collé. Les débutants, attention, on ne veut pas afficher ça. On veut afficher le contenu de la case de 1, c'est-à-dire ça. Donc ici, ça sera remplacé par le Sénégal. Je continue à faire plus. Alors, pour les débutants, si vous n'avez pas de place à droite, vous avez une ligne qui est trop longue, vous pouvez faire plus et 3 petits points pour dire à Windev, je vais continuer sur la ligne suivante. Et donc là, ce que je veux faire, je lui dis et, donc je donne un texte, et la capitale, et je veux dire mais le pays, hein, A pour capitale, espace, je rajoute par ce qu'on appelle donc assemblage, mais concaténation en français, et je lui donne le nom de la case suivante, qui est la ligne 2, colonne 2. Il va me mettre d'accord. Voilà, donc encore ça, une petite chose. Une chaîne de caractères, une variable, une chaîne de caractères, une variable. Et je vais voir est-ce qu'il m'affiche le Sénégal. Donc c'est notre bouton 3. Je teste la fenêtre. Il me dit que j'ai fait des erreurs. Où est-ce que j'ai laissé des erreurs là-haut? Bon, je vais tester, je vais bien voir. Ou alors je regarde en bas, il me dit qu'il y a... Ah, c'est ici. Donc là, j'ai vu en bas, quand vous avez des erreurs, vous regardez en bas, il y a une liste d'erreurs avec des points de sens interdit. Et j'ai oublié une virgule, on ne mélange pas les virgules. Donc là, j'ai plus d'erreur, je reteste. Et je clique sur un bouton droit et regardez, le pays Sénégal a pour capitale Dakar. Donc si vous avez besoin de stocker sur plusieurs, alors j'ai fait 2 dimensions, mais on peut faire 3 dimensions, et à ce moment-là, vous faites 150 par 2, par 2, par 3, par 5, et pour ajouter plusieurs dimensions si vous le souhaitez. Alors ça, c'est donc les tableaux simples, donc soit une dimension, soit 2 dimensions. Je vais continuer à vous donner quelques exemples encore pour avoir une idée que les variables, c'est pas toujours. Maintenant, ce qu'on appelle les tableaux, ça peut être intéressant, les tableaux associatifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tableau associatif? Vous avez vu, là, j'ai effacé, mais des fois, je fais référence à la cellule numéro 1 ou à la cellule 1,1. C'est pas très parlant. Vous pouvez tout à fait vouloir dire, je vais mettre un tableau avec des valeurs dedans, mais ces valeurs, je vais leur donner un nom parlant. Je ne veux pas raisonner en indices 1, 2, 3, 1, 1, etc. Donc un tableau associatif, c'est un tableau dans lequel vous mettez des valeurs et chaque valeur, vous l'indicez pas avec un numéro, mais avec quelque chose qui vous parle. Là, par exemple, imaginez que j'ai 2 TVA pour facturer le client. Donc je vais faire un tableau que je vais appeler tableau TVA. Et je vais déclarer que c'est un tableau associatif. On fait comme ça, un tableau associatif. Et je lui dis de quel type est-il? De numérique. Parce que la TVA, elle peut avoir avec des décimales. Donc, le fait que fait un associatif, je vais pouvoir le remplir d'une façon spéciale. Alors, la seule nouveauté ici, c'est le mot associatif. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer, par exemple, à remplir mon tableau. Donc, à ce moment-là, je vais faire le nom du tableau. Imaginez que j'ai 2 TVA, une TVA à 5,5 que j'appellerai TVA réduite et une TVA normale de 20% que j'appellerai TVA normale. Je commence par donner le nom que je vais associer à ma valeur. Je l'appelle ici TVA réduite. Ça, c'est pas la valeur qui sera stockée dans l'élément. Non, ça sera le nom que j'utiliserai en programmation. Et là, je lui dis par exemple 5.5, une TVA réduite. Je vais faire un autre élément du tableau. Je l'appellerai TVA normale. Et je vais mettre dedans 20, tout court, sans rien. Quel est l'avantage de faire ça? C'est quand je vais calculer, donc par exemple ici, je vais déclarer un montant.
montant hors taxe, état numérique. Je vais mettre par exemple une facture, on a payé 1235 euros, point 50. Et j'ai envie de calculer une TVA réduite là-dessus. Donc je vais déclarer un montant qui s'appellera montant TVA, état numérique aussi. Et maintenant je vais calculer une TVA réduite. Donc je vais multiplier 1235,50 par 5,5. Alors, je vais faire quoi? Je ne vais pas mettre ces prix-là. Je vais mettre le nom de la variable qui contient ça. Donc, je prends le montant hors taxe. Donc, je mets montant hors taxe. Donc, je sais que dedans, il y a 1235. Je fais multiplier ces étoiles. Et je ne vais pas mettre 5,5 parce que si un jour ça change, je ne vais pas chercher dans le code à quel endroit il faut changer. Les débutants, ils mettront 5,5 dans les calculs. Et c'est une faute du débutant, c'est pas une bonne pratique, c'est pas une best practice. Il faut mettre les valeurs que vous utilisez plusieurs fois dans les différentes fenêtres et que vous risquez de changer dans des variables déclarées au bon endroit. Et là, je vais simplement utiliser ça. Et vous voyez l'avantage par rapport, vous aurez déclaré un tableau normal, vous aurez mis 1 ici pour dire c'est le premier élément. Imaginez que je mets 1. Si un jour je reviens 6 mois après pour continuer à développer mon application, l'améliorer, je me rappellerai pas que 1, c'est l'élément qui contient 5,5%. Si c'est un collègue qui maintient aussi l'application avec moi, il ne s'en rappellera pas non plus. Alors que, en donnant à chaque élément un nom plutôt que un numéro d'élément, c'est plus parlant. Maintenant, je vais demander de voir ce que j'ai calculé comme montant de TVA, donc 5% de 5,5% de 1200, je lui dis, montrez-moi le montant de la TVA. Donc, grosso modo, la moitié, 10%, c'est 123 et quelques, donc on serait dans les 60-70. Donc, je teste. Je lance la FEN1, l'application, je clique sur le bouton 3, et vous voyez, donc, ah oui, vous me direz, monsieur Laglamme, vous êtes trompé parce que je multiplie, mais je divise pas par 100. Si je divise pas par 100, j'aurai quelque chose qui multiplie par 5,5. Donc, si je veux que ça soit un pourcentage, je n'oublie pas de diviser par 100. Alors, je recommence le test. Voilà. Et on me dit la TVA réduite, 67,9525. Voilà. Tableau associatif très intéressant si vous voulez que les éléments de vos tableaux soient parlants. Alors maintenant, on va voir encore un exemple. Donc, je vais relever tout ça aussi. Et maintenant, je vais vous parler de ce qu'on appelle les structures. Alors, qu'est-ce que c'est que les structures? Il m'arrive, par exemple, que j'ai envie de stocker plusieurs informations sur quelque chose. Et ces informations, elles peuvent être et numériques, et chaînes de caractères, et ils peuvent être booléens, etc. Et après, une fois que j'ai tous les éléments, je peux les stocker en base de données. Je donne un exemple. Vous avez une application mobile dans laquelle vous affichez un formulaire et l'utilisateur de votre application, la première fois, il faut qu'il s'inscrive. Alors, vous pouvez vous dites que vous avez besoin de son adresse email, de son nom, de son prénom, de son téléphone, de sa ville, etc. Moi, je ne vais pas faire avec tout ça, mais le téléphone, il peut être numérique. Le nom et le prénom, c'est des chaînes de caractères. Vous pouvez lui dire s'il est majeur ou mineur, vous mettez vrai ou faux, ces différentes valeurs. Soit vous déclarez des variables comme ceci, non-user est une chaîne. Ça, c'est pour stocker juste le nom. Après, il faut mettre prénom user est une chaîne. Et après, vous continuez pour le téléphone, pour est-ce qu'il est majeur, mineur, etc. Mais tout ça, ça concerne un user. Donc, il y a une autre façon plus jolie de faire ça, ce qu'on appelle les structures. C'est que je vais déclarer une structure pour lui dire que c'est un ensemble d'éléments qui concernent un user. Alors, les structures, je vais marquer ici, ça ne peut pas se déclarer dans un bouton. Se déclare en global. C'est-à-dire global, soit dans FEN,
fenêtre. Alors j'ai marqué soit, mais c'est pas ça. Se déclare. Et ici, soit dans projet. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais dire que je déclare une structure qui contient les éléments sur les user de mon application. Et après, je reviendrai dans le bouton mettre les valeurs dedans. Alors, suivez-moi, je suis dans le bouton, je le sais ici. Je vais effacer tout ça pour que vous voyez avec moi. Voilà, je suis dans un bouton, j'ai pas le droit de déclarer une structure, ça se déclare dans la fenêtre. Je reviens dans ma fenêtre, je clique dans le vide, je fais code. Et ici, je reviens là et je vais déclarer str comme structure user est une structure. Voilà, structure, je la vois. Et maintenant, je dis qu'est-ce que je mets dedans et mes fins. Je mets par exemple le nom est une chaîne. Je mets par exemple prénom est une chaîne. Je peux marquer date naissance est une chaîne. Je peux dire par exemple travail. Je vais changer mon exemple. Est un booléen. Voilà. Vous voyez, je vais travailler sur quelque chose. Ce quelque chose, c'est un user, mais ça peut être un gamer, ça peut être un étudiant, ça peut être un client commercial, etc. Ce qui décrit le user ici avec des variables de type et de différents types. Ici, j'ai mes chaînes, mais il faut que je mette date, pardon, de différents types. Et après, je peux l'utiliser dans tous les éléments de ma fenêtre. Si je veux que ça soit utilisé dans plusieurs fenêtres, tout ça, je le déclare au niveau du projet. Là, je vais l'utiliser que dans ma fenêtre. Donc ça, c'est la déclaration. Donc, c'est comme si je crée un type de variable spéciale. Un type, la même chose que chaîne, etc. Mais c'est le développeur, le codeur qui crée un nouveau type. str user. Maintenant, je vais revenir à l'endroit où je vais utiliser cette structure, donc dans bouton 3. Je sélectionne le bouton 3, clic droit, code. Et là, j'ai envie d'utiliser ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis ici, le user, par exemple, est une str user. Donc, le user, c'est le user qui va remplir mon formulaire. Par exemple, j'ai fait une fenêtre avec un champ de saisissement, un champ de prénom, un calendrier pour la date, etc. Imaginez que donc la saisie, elle est faite. Saisie faite. Moi, je vais remplir la structure parce qu'ils ont saisi, mais je vais marquer ça en dur. Qu'est-ce que je fais? Je fais le user, point, et tous les champs, les variables de la structure apparaissent. Je vais prendre le nom et je lui dis, par exemple, Dupont. Après, donc, par copier-coller, je vais rapidement. Je vais copier-coller ici. Je prends le prénom. Je dis ici Julien. Je fais copier-coller. Je prends date de naissance. Je lui dis ici, par exemple, le 11-07-1990. Je fais encore user et je lui dis ici travail. Et je dis vrai. Voilà. Et après, donc, je n'ai plus qu'à aller stocker ça dans une base de données ou d'afficher. Si à un moment donné, vous avez besoin d'afficher, vous faites info et vous faites le user, point, et vous choisissez la propriété qui vous intéresse. On appelle propriété aux variables, comme ça, et il me dira normalement Dupont. Je teste ma fenêtre, je clique sur le bouton droit, il me dit, vous demandez le nom, je vous affiche le nom. Donc, très intéressant. Je vous donne un exemple concret de bonnes pratiques pour les développeurs. Imaginez que vous affichez plusieurs personnes dans une liste de votre fenêtre et ces personnes, ils viennent d'une base de données. On va dire, par exemple, c'est vos clients que vous affichez. Non, on va dire plutôt autre chose. On va dire, vous affichez les factures d'un client. Donc, vous allez chercher les factures d'un client dans la base de données. Imaginez qu'il y en a 50. Vous faites une requête. Donc, ça va générer du trafic vers la base de données distante. Ça va chercher les 50 factures avec la date de la facture, le numéro de facture, plein d'informations. Vous les ramenez
Et dans votre code, vous ajoutez dans une liste chaque facture et chaque facture avec la date, le numéro de facture, le montant, etc. Donc vous avez fait cette requête qui consomme du réseau, qui va consommer du volume parce que généralement les bases de données distantes, on peut payer en volume ce qu'on consomme. Donc vous allez chercher 50 factures, vous les affichez, l'utilisateur il scrolle et voit les factures et tout, et vous avez donné un bouton plus pour qu'il puisse rajouter une facture où il peut. Donc à ce moment-là, vous donnez un bouton plus. Imaginons que l'utilisateur, c'est quelqu'un, c'est un comptable, plus il ajoute une facture en donnant un numéro, en donnant une date, etc. Qu'est-ce que vous allez faire de cette facture-là? Première solution qui n'est pas bonne, le codeur, il dit cette nouvelle facture, je l'écris dans la base de données, donc elle se rajoute aux 50, donc dans la base de données, il y a 51 factures. Et après, qu'est-ce qu'il fait le codeur? Il efface la liste de la fenêtre, il va rechercher les 51 avec une requête, les 51 factures pour les ramener. Donc de nouveau, il va générer du trafic, il va consommer beaucoup de volume de données, d'octets, il va les ramener. Eh ben, vous aurez fait ce code-là, ça marche. Il y a une autre façon de faire les choses, c'est quand la première fois je vais chercher les 50 factures, je vais donc faire la requête, je les ramène, je les mets dans une structure, dans un tableau de structure, parce que je peux faire, dans mon exemple ici, je vais revenir dans la fenêtre, ici, j'ai déclaré ici, c'est une structure de user, je peux déclarer ici, tab users est un tableau de str user. Là, je vais avoir un tableau qui contient plusieurs utilisateurs, chacun avec son nom, son prénom, date de naissance. Je reviens dans mon exemple. Donc là, par exemple, ici, j'ai déclaré un user, je l'appelle cette fois-ci pour que ça soit bien, comprenez-moi, user 1, user 1, user 1, user 1. Ça peut être des factures, mais j'ai pris mon exemple des factures. Maintenant, dans mon exemple des factures, je vais chercher donc les 50 factures, je les ramène et je les mets dans un tableau de structure. Si vous imaginez avec moi, pour que je recommence pas tout, que les factures portent la même chose que ça, qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter ici. Imaginez que c'est des factures, je vais mettre ici, rajouter la structure, le user 1 dans mon exemple. Donc je rajoute ça et je prends, imaginez que ça c'est des factures, donc je vais dans la base de données, je vais chercher, je me répète, je vais chercher sa facture, je déclare pour chaque facture ça et je remplis. Après je mets mes 50 factures dans un tableau de structure et j'affiche les 50. Quand l'utilisateur il voit les factures, le comptable il voit les factures, il veut rajouter, il appuie sur le bouton. Je lui donne un formulaire et rajoute la nouvelle facture. Moi, j'écris dans la base de données distante la 51e facture. Mais qu'est-ce que je fais? Je rajoute ma facture aussi dans la structure, dans le tableau. Le tableau qui contenait 50 factures, il va contenir maintenant 51 factures. Et je les réaffiche sans être obligé de faire un aller-retour dans la base de données. Donc, je gagne de ne pas y aller une deuxième fois dans la base de données, de ne pas consommer du trafic, de ne pas consommer beaucoup de transferts de données. Voilà donc une justification pourquoi j'utiliserai une structure. Alors, on va faire encore un dernier exemple de qu'est-ce qu'on peut faire avec des variables d'un type différent. Je vais maintenant vous parler de ce qu'on appelle utiliser une énumération. Alors maintenant, je vais imaginer avec vous, vous imaginez avec moi aussi, que vous avez une application où vous faites payer les gens par un abonnement. Par exemple, un abonnement de 6 mois, de 1 an. Et les gens, ils utilisent votre application et vous surveillez quand les 6 mois sont passés ou le 1 an passé. Vous leur dites qu'il faut s'abonner. Mais dans votre code d'application, vous faites quoi? Vous testez. Alors j'ai oublié de dire aussi, donc les gens peuvent être abonnés ou pas, mais vous leur laissez par exemple une dizaine de jours où ils peuvent tester l'application et vous estimez qu'à ce moment-là, ils sont en période d'essai. Et pour compliquer les choses, vous allez peut-être prendre des gens
Vous leur dites, vous, c'est gratuit pour vous parce que vous voulez vraiment avoir plusieurs personnes qui vont faire de la publicité à votre application. Et pour ça, vous leur donnez des codes promo. Donc, sur Google Play, par exemple, on publie une application avec un abonnement, quand la personne a épuisé la période d'essai, on la balance, on la bascule dans une fenêtre d'abonnement. Si la personne, elle rentre un code promo, le code promo, je peux le créer sur la console de Google Play, la personne, elle a comme un abonnement, mais elle paye pas. Donc, imaginez donc avec moi cet exemple. Vous voulez, à un instant T, savoir si votre user, il est abonné, il est en période d'essai, il est en code promo et ainsi de suite. Ben, vous pouvez faire ça comme ça, par exemple, état abonnement est un entier. Ça, c'est vraiment à ne pas faire. On faisait ça dans les années 90, 80. Et vous dites, vous faites ici des tests. Tester état du user. Et à un moment donné, vous dites, ah, il est abonné, et vous décidez de dire que, donc là, tester code user, ça veut dire que vous avez été faire, donc, recherche dans la BD. Dans la base de données, vous stockez vos users, et vous savez s'ils sont, nous, on va pas faire ce code-là, mais vous imaginez que vous le faites. Mettre ici, etc. Et ici, donc, vous avez vu dans la base de données, il est abonné, et vous dites que pour moi 1, ça veut dire abonné. Et après, vous allez dire qu'en période d'essai, c'est 2. Et ceci, c'est parce que vous avez ralenti. C'est très, 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 très moche. C'est pas une bonne pratique. Parce que après, vous, plus tard, dans le code, vous allez faire si état abonnement égale 1, alors, et vous allez faire des codes. Et vous allez faire si état abonnement égale à 2. Mais qui va deviner que état abonnement 1 égale abonné? C'est pas très propre. Donc, où est-ce que je veux en venir? Si vous déclarez une variable, et vous savez que cette variable-là, elle peut prendre que quelques valeurs finies. Dans mon exemple, ça peut être juste la personne. Votre user, il est soit abonné, soit en période d'essai, soit il a un code promo. Donc, 3 valeurs. Ça peut être 4, ça peut être 5, mais c'est jamais infini. Vous pouvez rendre votre code très parlant grâce à ce qu'on appelle une numération. Ici, j'ai oublié, une numération, voilà. Alors, une numération, ça se déclare pas non plus dans les boutons, ça se déclare aussi au niveau global, soit la fenêtre, soit du projet. Donc, je laisse ce code-là comme ça. Mon bouton, je le laisse comme ça. Je vais donc aller au niveau de ma fenêtre. Donc, je reviens dans le design, je clique dans le vide, je fais code. Et je vais ici, à la fin de mes déclarations déjà créées. Ici, je vais donc faire un exemple. Je vais faire ici, état abonne. Il va apparaître ici, donc état abonnement. Est une énumération. Et je commence à donner les valeurs en français. Je dis par exemple abonné. Voilà, abonné pour moi c'est une valeur, mais je m'en fiche, je m'occupe pas si c'est égal à 1 ou 2. Je vais par exemple dire période essai. Donc si je laisse quelques jours à l'utilisateur pour qu'il ne paye pas mais qu'il teste, je vais dire ici code promo. La personne a un code promo, donc elle a comme un abonnement mais gratuit. Et je peux rajouter plein de valeurs. Donc là, je me rappelle que j'ai une énumération qui est donc une liste de valeurs, mais les valeurs sont avec un mot en français ou en anglais, mais qui est très parlant. Maintenant, je vais utiliser ça dans mon bouton droit. Donc, j'ai une énumération qui s'appelle état abonnement. Je reviens dans mon bouton droit. Donc ici, utiliser une énumération, on dit on a été recherché dans la BD. Et quelque part, donc, moi, j'ai envie de dire quel est le statut du user actuellement. Donc, je déclare ce statut est une état abonnement. Donc, je déclare une variable qui a le même type que le nom de l'énumération, comme si l'énumération, j'ai inventé un type spécial. Donc ça, je vais
exécuter ça ici. Et imaginez que j'ai été chercher, donc je fais une déclaration pour dire je vais mettre dedans que 3 valeurs possibles, abonné, promo, etc. Je vais chercher dans dans la base de données sur l'adresse email, sur un identifiant du user, et imaginez que je trouve que la personne est abonnée. Donc qu'est-ce que je fais? Au lieu de mettre 1 et 2, regardez, dès que je fais égal, il me propose les différentes valeurs, et moi j'ai été voir dans la base de données, on m'a dit qu'il est abonné. Maintenant, dans la suite de mon application, l'utilisateur va faire une fonctionnalité, mais je veux savoir que s'il n'est pas abonné, il ne peut pas faire cette fonctionnalité. Donc, je vais faire ici un selon ou un switch, comme on dit dans les autres langages. Regardez déjà, ça c'est très très propre et très parlant. Et si je veux tester les différentes valeurs, je sais que c'est des valeurs finies. Il n'y en a pas 15 000, donc j'utilise une structure qu'on appelle selon. Et ici, je lui dis selon ce qu'on trouve dans la variable. Et si dans le cas où il serait abonné. Et là, donc il faut que je rajoute le mot-clé K. Je fais le code ici. Qu'est-ce que je fais si la personne est abonnée? J'affiche la bonne fenêtre, je lui laisse utiliser telle ou telle fonctionnalité. Là, je dis, ici, période, je commence à taper, période essai, il me la montre là-haut, je fais ça, et là, je fais le code dans le cas où il est né. Et on a dit aussi le cas de code promo. Je commence à taper code promo, il me le montre, et je fais aussi code ici, et donc vous orientez les gens selon ce qu'ils font. Avouez que c'est quand même plus parlant que K1, K2, K3, etc. Donc, utilisez les énumérations à chaque fois que vous avez besoin. C'est très intéressant. Maintenant, je vais vous parler de dernières choses, de deux petites choses encore. Donc voilà, je vous montre ça. Je vous réduis si vous voulez regarder un peu plus le code. Donc maintenant, on va parler, comme je l'ai montré ici. Donc je vous ai montré les tableaux, les structures, les illuminations. On ne va pas tout citer, je vais vous montrer ce qu'on appelle les constantes. Alors ici, donc je vais effacer ce code-là et je vais en dire qu'on va utiliser les constantes. Alors, les constantes, c'est quoi? C'est une variable que vous déclarez d'une façon spéciale. Vous mettez une valeur dedans, mais vous voulez que aucun code dans vos fenêtres ne peut modifier la valeur. C'est une valeur, comme son nom l'indique, constante, elle est inchangeable. Alors généralement, vous les déclarez aussi soit au niveau de la fenêtre, au niveau global, soit au niveau du projet. Je vais prendre deux exemples. Imaginez que dans votre application dans laquelle vend des choses, vous avez un seul taux de TVA qui est de 20% et vous voulez pas que dans le code on se trompe et on met autre chose et vous faites une remise à certains clients de 5%. Et vous voulez pas non plus qu'un code de votre application le change. Donc, imaginez que vous utilisez ça dans toutes les fenêtres du projet. Vous serez amené à utiliser la TVA ou à utiliser la remise. Donc, comme on va l'utiliser dans toutes les fenêtres, je vais donc mettre le code, la déclaration au niveau du projet. Donc, je vais dans le projet là, dans le code du projet. Et ici, donc, je vais déclarer simplement le mot constante. Voilà, il le met en majuscule. Il faut mettre une fin ici. Voilà. Et à l'intérieur, je déclare toutes les valeurs que je peux utiliser dans mon projet, mais qui ne doivent pas changer. Par exemple, ici, je marque taux de TVA unique. Je l'appelle comme ça. Et je dis que c'est égal à 20. C'est tout. J'ai même pas besoin de mettre de type. La valeur que c'est numérique, il sait que c'est numérique. Je vais marquer ici remise. Et je vais dire 5 pour 5%. Oui, on va mettre 3. 3%. Et dans dans mon code, dans mes fenêtres, dans mes champs, je vais utiliser taux TVA unique et remise. Alors, je vais vous montrer juste qu'on ne peut pas le modifier. Je reviens dans le bouton 3, ici, et donc je vais faire ici taux TVA unique, et j'essaye de dire à la place de 10, de 20, je mets 12. Et regardez ce qui me met en rouge si j'approche ma souris. Il me dit affectation de la constante
accès de la fonction interdite. Je ne peux pas modifier une constante. Par contre, je peux faire montant état numérique. Je vais déclarer deux choses en même temps. Sachez aussi que montant hors taxe, virgule, montant TTC sans des numériques. Je peux déclarer plusieurs variables du même type en même temps. Voilà, je déclare plusieurs. Donc, montant hors taxe, je vais marquer par exemple 100 €. Et je vais calculer le montant TTC. Donc, je vais le copier. CTRL-C, CTRL-V. Et le montant TTC, c'est le montant hors taxe plus le montant hors taxe multiplié par le taux TVA. Donc, taux TVA unique. Je commence à taper taux, il va me le trouver unique, et divisé par 100. Donc, je rajoute la TVA aux 100 € pour que ça me donne un montant TTC plus grand, et je vais l'afficher. Info. Alors, vous voyez que je peux utiliser la constante, mais je ne peux pas les modifier, je l'ai montré tout à l'heure. Donc, normalement, on a 20%, 100 €, donc ça me ferait 120 normalement. Je teste la fenêtre, je clique sur le bouton droit, il me dit, voilà, 100 € en hors taxe, on lui rajoute 20%, 120 €, ça marche. Donc pensez à ça, si vous avez des valeurs, vous ne voulez pas modifier, mais on doit y accéder. Si j'étais dans les calculs mathématiques, vous connaissez la variable pi qui fait 3,14, je peux déclarer aussi pi comme constante et je l'utilise dans mes dessins, dans mes calculs mathématiques, etc. Et je ne veux que personne ne change la valeur pi. La valeur pi ne peut pas être égale à 15, c'est 3,14, etc., mais pas autre chose. OK pour les constantes. Voilà, donc vous avez... Et maintenant, on va voir, mais je ne prends pas l'exemple, je vous montre juste ce qu'on appelle des variables de type très avancé. Donc les variables, ça sera la dernière chose qu'on va voir ici. Je prends deux exemples, mais je vais vous montrer l'aide de WinDev qui vous montre que les variables de type avancé, il y en a plein. Imaginez que dans votre application, vous voulez envoyer un email. Ça, c'est un premier exemple. Pour envoyer un email, je vais demander à l'utilisateur de saisir l'adresse email de destinataire. Je vais lui demander de rentrer le sujet, donc ce qu'on met dans l'objet là-haut, qu'on voit dans nos listes et nos messages mail. Je vais donner le message. Il peut y avoir des pièces jointes, il rajoute des fichiers, etc. Toutes ces informations, est-ce que je les déclare séparément dans des variables séparées? Et après, comment je m'arrange pour envoyer le mail? On me dit que vous pouvez déclarer une variable ici, par exemple, le message est un email. Regardez. Alors après, je ne vais pas aller jusqu'à envoyer un mail. Et après, je fais le message, point. Et ici, je vais trouver l'expéditeur, vous voyez ici, si je veux. Je peux dire destinataire, et je rentre ici toto@gmail.com, etc. Donc imaginez, je ne vais pas aller plus loin. Je peux rentrer le message, point, le sujet. Donc, ce qui va apparaître dans la liste des messages, et je mets ici ce que je veux. Je peux faire le message, point, le message lui-même, qu'on envoie. Et donc, etc., etc., vous allez trouver partout la pièce jointe, etc. Et après, il y aura les fonctions qui disent maintenant envoyer le message. Bien sûr, il faut donner l'expéditeur, un compte SMTP, etc., etc. Donc, voilà un exemple de type avancé. Par exemple, email. Ça peut être aussi, je veux charger un PDF dans mon appli. Et une fois que le PDF est chargé en mémoire, imaginez qu'il fait 15 pages, je veux me balader dans les pages, je veux changer la police des caractères, ou je vais chercher dans les pages un mot-clé, etc. On a aussi des variables, donc on peut déclarer des variables de type email.
Comment savoir tous les types de variables avancées? Je vais basculer dans l'aide en ligne. Je vais me mettre sur un navigateur quelque part. Ici, je vais fermer ça. Et je vais me mettre ici, je vais taper simplement WinDev, type avancé, par exemple. Je vais ici avoir une doc qui dit utilisation des types avancés. Et là, donc WinDev, rappelez-vous, je vois les icônes là-haut. Moi, je suis dans les applications mobiles. On me dit que c'est utilisé dans Android. Je vois l'icône Android et je vois l'icône iOS. Donc, c'est tranquille pour moi. Je ne peux pas me tromper. Donc, il y a des explications. Mais après, je vais avoir une liste, normalement. C'est pas donc le bon lien ici. Je vais avoir type avancé. Donc, je vais choisir type avancé plus bas. Ici. Donc, c'est valable pour Android, pour iOS. Et je commence à voir tous les types possibles dans WinDev actuellement. Donc, on va pas tous les voir. Je vais juste, par exemple, une adresse. Vous pouvez déclarer une variable type adresse. Il y a dans adresse, vous aurez d'adresse.numéro, adresse.nom, adresse.code postal, etc. Vous pouvez avoir type adresse email ou email tout court, comme je l'ai montré. Donc, je vais passer un peu partout pour voir juste quelques exemples. Vous pouvez donc avoir une variable de type connexion et après vous donnez l'adresse du serveur, vous donnez l'identifiant, le mot de passe et après vous pouvez vous connecter avec une variable de type connexion. Vous pouvez avoir une variable de type date et vous pouvez faire rajouter, modifier, etc. Accéder au jour, au mois, à l'année séparément. On l'a vu. Et donc je vais aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Voilà ce que je vous disais ici, de type email. Vous pouvez donc fabriquer une variable. Une variable de type avancé, que c'est comme une structure, sauf que c'est WinDev qui l'a déclaré pour vous et pas vous qui l'avez inventé. Et vous voyez donc, il y a file. Vous déclarez donc aussi une variable de type fichier. Vous donnez le nom du fichier, la date du fichier, etc. Si vous travaillez sur une image, je vais aller dans les i. Si vous travaillez dans les images, par exemple sur une image, HI c'est après. Par exemple ici, image, je peux déclarer une variable de type image, je peux lui affecter une image, mais une fois que j'ai affecté l'image, je peux accéder quelle est la hauteur de l'image, donc image.hauteur, image.largeur, je peux accéder aux informations sur l'image, la date de création, la date de modification, le poids, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez donc, si vous l'avez jamais fait, vous avez, j'espère avoir une idée bien claire de ce que c'est que les variables. Si vous avez déjà codé, j'espère que vous avez appris à droite à gauche une information que vous connaissiez pas ou une déclaration que vous savez pas faire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires ou des likes si vous avez aimé. Je viens bientôt faire encore quelques petites vidéos simples, mais le projet bientôt, c'est de vous solliciter pour vous proposer un petit projet à faire en application. Vous laissez quelques jours et après, on corrigera ensemble. Je vous l'ai dit au début dans ma vidéo numéro 1, comme je suis enseignant et développeur, je vous apprends pour l'instant des sujets bien réduits, les variables, comment faire l'agencement entre tablette, téléphone, comment créer une base de données, etc. Mais petit à petit que vous me suivez, je vous proposerai, des exemples d'applications simples jusqu'à compliquées. Et pour faire ça, je vous donnerai un sujet, je vous laisse faire, et on se donnera rendez-vous à une date, et on regarde ensemble, et on le fait ensemble. Et s'il le faut, on pourra faire des sessions Skype pour pouvoir discuter ensemble de différentes solutions. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo VM numéro 7, que je consacrerai à comment faire une application multilingue. L'application, quand on la lance, elle parlera le langage du téléphone et que vous, en tant que codeur, codeuse, vous pouvez lui dire on bascule du français vers l'anglais, de l'anglais vers le chinois, etc., etc. À très bientôt. J'espère vous revoir. Belle vie à vous. Au revoir.